Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Je vous donne les titres de ce 20h. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a un nouveau secrétaire général. Abdourahmane Cissé a été nommé par un décret présidentiel ce 29 mars. Il succède ainsi à Patrick Achi, le nouveau Premier ministre. Le portrait de l'homme en début de journal. Les députés élus le 6 mars dernier vont se réunir demain, 29 mars, pour la séance inaugurale et la rentrée solennelle de l'institution. Ils vont à leur tour voter pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Point sanitaire hebdomadaire de la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré la semaine dernière 2870 nouveaux cas confirmés, 2324 guérisons, 17 décès et 9660 personnes vaccinées. Le trafic a repris sur le canal de Suez en Égypte. Le porte-conteneur de 400 mètres qui obstruait le passage a été remis à flot. Les 425 navires bloqués aux deux extrémités du canal pourront progressivement reprendre leur route. Bonsoir à tous. Le président Alassane Ouattara a signé ce lundi un décret portant nomination d'un nouveau secrétaire général de la présidence. Il est élu par le directeur de cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Achi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Fait à Abidjan le lundi 29 mars 2021. Abdourahmane Cissé devient donc le nouveau secrétaire général de la présidence. Il occupe depuis 2018 le fauteuil de ministre du pétrole dans le gouvernement sortant. Chaque Koné nous dresse un portrait du technocrate de 39 ans. Le tout nouveau secrétaire général de la présidence, c'est lui, le ministre Abdourahmane Cissé. Il a été nommé ce lundi 29 mars 2021 par un décret signé du président de la République, Alassane Ouattara, qui fait de lui ministre et secrétaire général de la présidence de la République. À 39 ans, Abdourahmane Cissé a été respectivement ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables de 2018 à 2021, ministre conseiller spécial du président de la République de 2017 à 2018 et ministre du budget et du portefeuille de l'État de 2013 à 2017. Avant de rejoindre l'administration publique ivoirienne, il était directeur exécutif en charge du trading sur les indices de la zone euro au sein de la banque d'affaires Goldman Sachs à Londres. Au niveau académique, Abdourahmane Cissé a un parcours bien rempli. Il est diplômé de l'École polytechnique de France et titulaire d'un master en économie et gestion des ressources pétrolières de l'Institut français du pétrole. Au niveau des distinctions, le nouveau ministre secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé fait partie des 100 jeunes leaders mondiaux de la Young Global Leader au titre de l'année 2017, distinction attribuée par le Forum économique mondial aux leaders de moins de 40 ans à travers le monde. Il est marié et père d'un enfant. En cours de journée ce lundi, le chef de l'État a reçu le président du Sénat, Jano Kouadio Aoussou, est rentré à Abidjan le 27 mars dernier. Il revient après 8 mois d'absence pour des raisons médicales. Je vous donne maintenant lecture d'une communication de l'État-major général des armées. Dans la nuit du 28 au 29 mars 2021, 2 positions des forces armées de Côte d'Ivoire ont subi des attaques armées. La première est survenue à Kafolo et est le fait d'une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d'1 heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage. Le bilan provisoire fait état de 2 soldats tués et 4 blessés côté ami. Côté ennemi, 3 terroristes tués, 4 interpellés et du matériel logistique saisi, armement, radio, munitions et motos.
Les opérations militaires de ratissage se poursuivent sur le terrain. La deuxième attaque est survenue à Kolobougou, à 60 km au nord-ouest du département de Téini, faisant frontière avec le Burkina Faso. Un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Un gendarme ivoirien a été tué et un autre blessé. Aucune victime découverte côté ennemi pour l'heure. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des soldats tués et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il salue le courage et la détermination des hommes engagés dans cette opération. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays avec une relation d'amitié solide et une coopération à plusieurs niveaux, notamment sur le plan transfrontalier. Un accord cadre dans ce sens lie Yamoussoukro à Ouagadougou depuis 2019. Cet accord va maintenant être vulgarisé. Les commissions nationales des frontières des deux pays se sont réunies avec les acteurs concernés. Clément Boko. Le préfet de la région du Bunkani et le gouverneur de la région du sud-ouest du Burkina Faso en visite officielle à Bayeldouo, Mossibougou, Nassatenga, Doropo et Kalamon. Des zones frontalières où la non-matérialisation de la frontière a occasionné bien de déficits. Les émissaires de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et celle du Burkina Faso n'ont pas manqué d'exhorter les populations à la cohabitation pacifique. Comme il est dit au niveau donc de nos commissions nationales de frontières, il y a une seule phrase à retenir. Au-delà de nos frontières, restons frères et sœurs pour notre propre bien-être. Le plus important pour les populations, c'est simplement la satisfaction de leurs besoins au quotidien, notamment les besoins sociaux. Leur préoccupation n'est pas de connaître la bonne, mais de savoir que leurs préoccupations sont vraiment au cœur des politiques des deux gouvernements. La volonté des deux gouvernements, c'est de faire en sorte que autant les populations qui sont au centre, au nord, bénéficient des bienfaits du développement, il faut que ces populations deviennent aussi vont bénéficier du même développement. Et nous leur disons, si c'est le Burkina qui va investir, ou c'est la Côte d'Ivoire qui va investir, ces investissements sont faits dans l'intérêt des populations et non des pays. Quitte à demain, lorsque la démarcation va se faire matériellement, dire cette infrastructure est située en Côte d'Ivoire ou est située au Burkina. En plus des conflits fonciers, des problèmes de voirie, d'infrastructures éducatives, de télécommunications, d'adduction en eau potable, les populations ont souhaité qu'un accent particulier soit mis sur la sécurité. Les administrateurs ont, quant à eux, rassuré les populations sur les efforts consentis par les deux États pour traiter la question de la sécurité en priorité. Demain, mardi 30 mars, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va élire son nouveau président. Les députés élus à l'issue du scrutin du 6 mars dernier vont à leur tour choisir par voie de vote leur président au cours d'une séance inaugurale. Et la rentrée solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2021 aura lieu le jeudi 1er avril prochain. Moussa Konaté. Reprise des activités à l'Assemblée nationale. Le coup d'envoi sera donné ce mardi avec la séance inaugurale. Une réunion des députés au cours de laquelle se tient l'élection du président de l'Assemblée nationale. Des détails sur ce premier rendez-vous sont donnés par Alain Akako Adra, le secrétaire général de l'institution. Pour une législature qui débute, la première activité que nous devons faire, c'est élire le président de l'Assemblée nationale pour que ce président élu puisse, lui, conduire les autres activités de l'Assemblée nationale. Donc c'est cette activité qui va consister en l'élection du président de l'Assemblée nationale que nous appelons séance inaugurale. Et cette séance inaugurale-là, elle a lieu une seule fois chaque 5 ans. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, ce sera au tour de la rentrée parlementaire des députés. Elle est prévue le premier jour ouvrable du mois d'avril. Cette année 2021, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire se tiendra ce jeudi 1er avril. Lorsque le président aura été élu, ce sera donc à lui de conduire les autres activités de l'Assemblée nationale. Et la prochaine, sinon la plus prochaine activité
que le président de l'Assemblée nationale aura à conduire, ce sera l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de la législature, donc l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'année 2021. Pendant les 5 ans que cette législature va durer, chaque premier jour ouvrable du mois d'avril, le président de l'Assemblée nationale va ouvrir de façon solennelle la session ordinaire. Notons que 249 sièges ont été pourvus au sortir du scrutin du 6 mars dernier. Les élections seront reprises dans 6 localités, dont 4 pour des raisons d'annulation par le Conseil constitutionnel et 2 pour cause de décès de candidats. Cette séance inaugurale de l'Assemblée nationale demain a un ordre du jour unique, l'élection du président. Comment va se dérouler le vote? Qui sont les candidats en lice? Comment est constitué le bureau de séance? Le mode opératoire du vote avec Michel Digré. De façon pratique, la séance inaugurale est conduite par un bureau de séance, dit bureau d'âge, statutairement présidé par le doyen en âge des députés. Celui-ci est assisté par les 2 plus jeunes en âge des députés qui font office de secrétaire de séance. C'est donc à ce bureau de séance qu'il échoit le plein pouvoir d'enregistrer les candidatures au poste de président de l'Assemblée nationale, d'organiser puis de superviser les opérations de vote. Tout député peut être candidat à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Pour ce scrutin, ils sont 4 en lice. Amadou Soumaoro, Konate Vassiriki, Traoré Mariam, tous du RHDP, et Nzi Nda Afo Eliane du PDCI RDA. Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature au scrutin uninominal sécret à la majorité absolue des députés présents au premier tour. Si cette majorité n'est pas obtenue, au premier tour, seuls les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un second tour qui a lieu au plus tard dans les 15 jours suivant le premier tour. Une fois terminée, cette élection marque ainsi la constitution de la nouvelle Assemblée nationale. Le système d'état civil est en pleine mutation en Côte d'Ivoire. L'Office national de l'état civil travaille à le moderniser. Et pour cela, il forme les acteurs principaux sur la mise en œuvre de la stratégie nationale. Kader Sogodogo. Une insuffisance du cadre juridique, une faiblesse de l'infrastructure, une gouvernance, une coordination et une organisation inadaptée, ce sont quelques mots qui ont pendant plusieurs décennies affaibli l'état civil ivoirien. Des données de déclaration de naissance ou de décès qui ne répondent certainement pas à la réalité. Le gouvernement ivoirien a donc entrepris des réformes. C'est justement pour imprégner les acteurs qu'un séminaire sous l'égide de l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, est initié à l'endroit de 475 sous-préfets, 201 maires, 37 magistrats et 33 directeurs régionaux de santé. Il s'agit bel et bien d'informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'état civil. Les objectifs spécifiques étant la mise en place des systèmes d'information de l'état civil pour atteindre l'universalité de l'enregistrement des faits d'état civil par la rationalisation des processus grâce aux nouvelles technologies de l'information, l'enregistrement de l'identité de tous les individus qui vivent sur le territoire ivoirien, incluant ceux dépourvus d'actes de naissance, et la sécurisation de celles-ci par des données biométriques fiables. Pour un état civil nouveau et performant, la Côte d'Ivoire a le soutien de l'Union européenne. Tel qu'il existe actuellement, le système ivoirien d'état civil ne garantit donc pas le pilotage efficient des politiques publiques et ne permet pas à la population d'exercer ses droits fondamentaux, ni de s'insérer socialement et économiquement. Ainsi, l'Union européenne, l'année de ses 60 ans de présence en Côte d'Ivoire, est fière d'apporter un soutien à la réforme de l'état civil, au renforcement de cet état de droit. Nous sommes présents à hauteur de 3,2 milliards de francs pour apporter des capacités techniques pour les acteurs clés de la réforme, soutenir la dynamique de coordination et également mener un plaidoyer en faveur d'une mobilisation des ressources de l'État. L'état d'avancement de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques
Les changements majeurs de la nouvelle loi sur l'état civil, le projet de digitalisation de l'état civil. Ce sont quelques matières au programme du séminaire qui va durer 3 jours. Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le Conseil national fait le point avec le corps diplomatique accrédité dans le pays. C'est une rencontre périodique qui a permis d'échanger sur les grandes lignes de la situation des droits de l'homme sur la période du 30 novembre 2021 au 24 mars 2021. Laure Goretti et Moussa Konaté. 2800 détenus sont en attente d'un premier jugement. 448 femmes vivent en milieu carcéral. Des effondrements d'immeubles qui endeuillent des familles. Ce sont entre autres les observations du Conseil national des droits de l'homme devant le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. La présidente Namizata Sangari a exposé sur la situation des droits de l'homme dans le pays depuis le mois de novembre 2020 à ce jour. Les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire ont au cœur de leur agenda la question des droits de l'homme. Et donc nous, en tant qu'institution en charge de cette thématique, il est bon de créer cette interaction avec ces représentants accrédités dans notre pays, améliorer les compréhensions sur certains points qu'ils ne comprennent pas souvent, et puis solliciter également leur accompagnement sur des activités qui nous permettent en tout cas de dérouler le mandat qui est le nôtre. Grâce à ces actions de promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le CNDH est passé du statut B au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Une performance dont se réjouit la présidente de l'institution. L'institution doit avoir les moyens pour dérouler sur le terrain des activités avec les populations, leur faire connaître leurs droits et protéger leurs droits. Et le Conseil national des droits de l'homme vient d'être hissé au rang A parce que, après la réforme, nous sommes une institution créée conformément aux principes de Paris et une institution que les Nations Unies ont estimé qu'il y a un dynamisme continu. Cette rencontre est dénommée le briefing du corps diplomatique. D'autres points tels que le bon déroulement des législatives 2021 étaient à l'ordre du jour. La prochaine rencontre est prévue pour le mois de juin. Ce briefing prend donc en compte la période de novembre 2020 jusqu'à mars 2021. Les droits de l'homme incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage. Dans cette optique, une équipe ghanéenne en charge de la lutte contre le trafic illicite des êtres humains séjourne à Abidjan. Le point de la rencontre avec la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, c'est avec Franck Kouadio. La sous-région ouest africaine déterminée à mettre fin au phénomène de la traite des personnes, c'est l'objectif de la visite du HTIS, le secrétariat ghanéen à la lutte contre la traite des personnes, à la ministre Mariatou Koné. Accompagnés des responsables d'Expertise France, les autorités ghanéennes sont venues exprimer leur volonté à renforcer la coopération avec la Côte d'Ivoire pour l'éradication de ces phénomènes. C'est pour montrer encore une fois l'importance de la collaboration qui, à la base, est l'objectif principal de notre présence ici. Donc je tiens encore à lancer un message fort à toutes ces personnes-là qui pratiquent la traite pour qu'elles comprennent que ça va devoir s'arrêter. Nous sommes là spécifiquement pour ça, nous allons y travailler. Et en tout cas, on tient à dire merci à nos homologues de la Côte d'Ivoire. Selon le CNLTP, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, 1193 victimes de traite ont été secourues et 84 individus interpellés, dont 40 condamnés pour traite d'êtres humains entre 2019 et 2020. Le phénomène demeure préoccupant malgré les efforts des gouvernements. Pour la ministre Mariatou Koné, il faut donc renforcer la coopération sous-régionale. Nous constatons que la question de la lutte contre la traite des personnes est prise à un niveau vraiment très élevé. C'est une question prioritaire pour l'État de Côte d'Ivoire et nous voyons tous les jours les arrestations. Et l'objet de la rencontre, c'est de renforcer le cadre de collaboration, renforcer le système de coordination à l'intérieur du pays, mais également entre les différents pays en matière de lutte contre la traite des personnes. Une fois leur volonté exprimée, les différentes parties se sont mises au travail. Une table ronde est tout de suite organisée entre Expertise France, le HTS et le Comité national de lutte contre la traite des personnes. Ils vont durant 2 jours réfléchir sur des questions essentielles telles
les enquêtes conjointes et la mise en place d'une plateforme entre les agents de sécurité. Lundi 29 mars, quel est le point Covid du jour? Où en est la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pandémie? Voyons maintenant tout cela. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistre ce 29 mars 242 nouveaux cas de Covid-19 sur 3002 échantillons prélevés, soit 8,1% de cas positifs, 576 personnes déclarées guéries et 2 décès. Voilà le point pour ce lundi. On voit maintenant celui de la semaine du 22 au 28 mars. Il en ressort un total de 2870 nouveaux cas confirmés, 2324 nouvelles guérisons, 17 décès notifiés et 9660 personnes vaccinées. Jean-Marc Djadji. Ce 144e point sanitaire de la Covid-19 intervient dans la préparation des fêtes pascales 2021. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 43 180 cas confirmés, 38 719 guéris et 34 388 personnes vaccinées. Au niveau de l'intérieur du pays, seuls 5% des cas confirmés sont enregistrés. Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à respecter les mesures préventives afin de préserver cette partie du pays en cette semaine de festivités due à la Pâques. Pâques qui nous graine, comme nous avons dit, assez de monde et occasionne un déplacement massif de population des grandes villes ou des zones forestières vers les villages du centre de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations à la vigilance et la prudence durant ces moments de grandes festivités afin que la sécurité sanitaire soit de mise aussi bien dans les églises que dans les villages, notamment le respect des mesures barrières. Le porte-parole de la police nationale recommande à tous les guides religieux et transporteurs la sobriété en tout lieu de rassemblement en cette période pascale. Invitons dans la même veine les guides religieux, dont nous saluons ici le sens aigu de responsabilité dans cette épreuve pandémique dévastatrice que nous subissons depuis déjà 13 mois, à demeurer fermes et vigilants à chacune des occasions de prêche. Cette période sera également l'occasion de nombreux mouvements de population par les transports intra- et interurbains. Invitons ce faisant les syndicats des transporteurs, des chauffeurs et autres acteurs des transports en commun à veiller à la stricte observation des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite encore les populations à la responsabilité et à la citoyenneté en cette fête pascale 2021. Et on se rend dans la région du Kabadougou, précisément dans la sous-préfecture de Dioulatie-Dougou. Plus de 1000 tonnes de fèves de cacao y ont été produites la campagne dernière. Mais la situation géographique crée de nombreux problèmes aux producteurs. Le cacao est bien souvent acheté à vil prix et la route est impraticable pour l'évacuation des productions. Soro Corona s'y est rendu. Il nous relate le quotidien de ces producteurs. Boroba, village de la sous-préfecture de Dioulatie-Dougou, région du Kabadougou. Peuplé d'à peine 300 âmes en 2013, ce village compte aujourd'hui 4000 habitants. Un peuplement accéléré du fait de la culture intensive du cacao dans cette zone jadis hostile à la production de ce produit d'exportation. On avait l'impression qu'il y a certaines régions de la Côte d'Ivoire qui sont naturellement défavorisées. Mais on se rend compte que Dieu n'a pas oublié la région du Nord, particulièrement la région du Kabadougou. Et c'est impressionnant vraiment de voir que le cacao pousse normalement ici. Je suis venu ici en 2012. Je suis venu pour semer cacao. Je peux trouver au moins 15 hectares. En effet, les premiers pieds de cacaoyers ont été plantés dans cette nouvelle boucle depuis 6 ans. Pour la campagne de commercialisation du cacao de l'année 2020, plus de 2000 tonnes ont été collectées. Dans ce campement, 100 tonnes sont déjà produites cette année. Des chiffres qui ne reflètent pas la réalité du fait du trafic illégal et de l'achat clandestin du cacao. Toutes choses qui concourent au non-respect du prix bord champ fixé par le gouvernement. Il y a d'autres acheteurs qui viennent et disent que nous sommes dans une zone inconnue. Ce qui fait que nous n'avons pas l'accès au prix donné par l'État.
La volonté de ces braves paysans de produire plus de cacao dans la région se heurte à de nombreux obstacles. C'est le même problème de route, il n'y a pas de route. Quand les pisteurs viennent s'installer à Djoulachiri ou à Bogoba, pour faire sortir ici, donc ils ont problème. Par rapport à la pourriture, nous demandons à l'État de pouvoir nous fournir des produits phytosanitaires et traiter les champs pour que la production d'eau dienée de Bogoba soit vive. Conseil cacao, le sous-préfet les a invités, on dirait 2 ou 3 fois. Ils sont venus, ils sont allés voir au champ, mais pour le moment, on n'a pas encore la suite. Le sous-préfet de Dilatier-Dougou sillonne les villages et hameaux pour l'encadrement des producteurs, pour le bonheur du cacao ivoirien dans cette nouvelle boucle. Le journalisme économique et financier au service du développement, voilà le sujet principal qui a meublé les échanges lors du tout premier forum africain de la presse économique et financière. Un rendez-vous consacré au journalisme de développement. Didier Nguessan. Mettre la plume et le micro au service du développement à travers la vulgarisation de l'information économique et financière. C'est l'objectif de ce premier forum africain de la presse économique et financière qui, durant 2 jours, va donner la parole aux spécialistes des questions micro- et macroéconomiques du continent afin de les rendre plus accessibles au grand public. Quand on dit économie, c'est l'école, l'éducation, l'emploi, la santé, le genre, le capital humain, l'environnement. C'est la somme de toutes nos énergies. Donc il est capital d'y penser. Donc nous, journalistes économiques et financiers, nous avons un rôle important à jouer dans l'éducation financière, économique et financière de nos populations et dans la croissance de nos pays. Si l'économie impacte au quotidien les ménages, la presse spécialisée en économie et en finance n'est pas très abondante en Afrique subsaharienne. Ce forum va contribuer à combler ce déficit. Le journalisme économique et financier joue à la fois un rôle de veille stratégique et d'intelligence économique. Ces activités revêtent un intérêt singulier en termes d'opportunités d'anticipation, en vue d'apporter des réponses aux préoccupations et attentes légitimes des populations. En termes de publication en la matière, le ministère de l'Économie et des Finances met à la disposition du grand public des informations économiques et financières de diverses natures à travers des périodiques dont la Côte d'Ivoire en chiffres, la note de conjoncture, le rapport économique et financier, le tableau des opérations financières de l'État. Panels, ateliers et débats vont meubler ce forum. Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, est en fin de mission en terre ivoirienne. Le ministère des Affaires étrangères a offert un dîner d'adieu en son honneur. Laure Goretti et Rigoré. Mohamed Ibn Chamba, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, a salué l'homme et l'a remercié pour ses actions de consolidation de la paix pendant sa mission en Côte d'Ivoire. Un dîner gala a été organisé pour l'occasion. Faiseur de paix, votre engagement sans faille à travers vos actions de proximité auprès des autorités ivoiriennes et l'objectivité des informations contenues dans les rapports périodiques du secrétaire général sur les activités du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont grandement contribué à l'évolution positive de la situation dans notre pays. Mohamed Ibn Chamba a été élevé au grade de commandeur de l'ordre national ivoirien. Le diplomate ghanéen a en retour dit sa gratitude aux autorités et au peuple ivoirien. Je suis confiant que les autorités ivoiriennes, sous le leadership dynamique, visionnaire de Monsieur le Président, ainsi que toutes les parties prenantes, continueront de démontrer leur détermination à œuvrer pour la consolidation de la paix dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. C'est depuis 2014 que le diplomate ghanéen est représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Mohamed Ibn Chamba a prôné pendant sa mission les idéaux des Nations Unies pour la paix, la stabilité et le développement.
non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Dans l'actualité internationale, le trafic a repris sur le canal de Suez en Égypte. Cette voie maritime majeure qui voit passer environ 10% du commerce maritime international était bloquée par un porte-conteneurs de 400 mètres de long. L'autorité du canal a annoncé que le porte-conteneurs en question peut désormais reprendre sa route en ouvrant ainsi la voie aux 425 navires bloqués aux deux extrémités du canal. Il va falloir 3 jours et demi environ pour résorber les embouteillages créés. Merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez-nous également sur les www.rti.ci. Agréable fin de soirée et à demain.